Alors aujourd'hui, camarade, je vais te présenter un modèle qui est très connu dans le monde du management. Mais en plus de te présenter ce modèle, je vais essayer de t'apporter une critique constructive du modèle. Critique qui découle de ma propre analyse et de ma propre expérience. Pour en revenir au modèle de Tuckman, c'est un modèle qui a été créé par un psychologue américain très connu du nom de Bruce Tuckman en 1965. Au travers de son modèle, Tuckman nous présente ici les différentes étapes par lesquelles passe une équipe dans le but d'atteindre la performance. Et c'est ce que je vais essayer de te présenter tout de suite. Afin de te faciliter la compréhension, je te propose de faire un parallèle avec les X-Men. Tu dis ça quand t'as rien de mieux à faire? Ah oui, Charles, c'est une vraie fan des X-Men, on dirait. Tu sais que c'est de la foutaise, tout ça. Hein. Le quart de cette histoire est vrai, et c'était différent. À mon avis, c'est le meilleur exemple pour illustrer le modèle. La première des étapes, c'est celle qu'on appelle le forming. En français, c'est la formation. C'est à cette étape-là où tu vas former ton équipe, ou plutôt créer ton équipe. Donc, tu vas recruter les bonnes personnes pour composer ton équipe. L'objectif ici, c'est de prendre son temps. Si tu te manques dans le recrutement, je peux t'assurer que le reste du projet, ça va être une galère monumentale. On recrute des personnes qui sont expérimentées, qui ont des compétences, mais surtout qui ont un savoir-être. Le but, c'est de former la meilleure équipe avec la meilleure phase de progression possible pour atteindre un objectif en commun. Pendant cette phase-là, il va y avoir beaucoup de flou au niveau des équipes, parce que voilà, c'est un nouveau projet, on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller, mais c'est pas très clair. En tant que manager, le but ici, c'est de venir lever ce flou et de le balayer avec une vision stratégique claire, des objectifs bien pensés, bien définis, bien déterminés, et surtout en expliquant à tes équipes comment est-ce que tu vas faire pour atteindre cet objectif en commun afin de les fédérer. Super important. Si on fait le parallèle avec les X-Men, c'est à ce moment-là que le professeur Xavier va recruter les mutants qui vont composer son équipe. Le plus intéressant, c'est que chaque mutant a ses propres spécificités, ses propres caractéristiques, ses propres pouvoirs. Chacun a son propre parcours de vie, sa propre expérience. C'est fait exprès. Le but, c'est d'avoir l'équipe la plus hétéroclite possible pour faire face à toutes les éventualités. Au plus il y a de cordes à ton arc, au plus tu augmentes la probabilité de succès. C'est également là où le professeur Xavier va les réunir autour d'une vision bien précise, autour d'un objectif en commun bien précis. Et c'est comme ça qu'il va réussir à les fédérer. Ensuite, on va très rapidement basculer dans l'étape numéro 2, qui est le storming. En français, c'est la tempête. Mais là, on parle plutôt de conflit. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, voire quelques semaines maximum, ici c'est la psyche du temps, tu vas avoir tout de suite les premières confrontations. Parce que les fortes personnalités vont commencer à s'affirmer, il va y avoir tout de suite les premiers conflits entre eux, on va vouloir imposer ses idées, on va vouloir montrer qu'on est le plus fort ou le plus intelligent, donc ça va tout de suite se fighter entre les différentes personnalités. Et tu vas également avoir les premiers membres de ton équipe qui vont commencer à te tester. Ils vont essayer de voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent pousser le curseur par rapport à tes limites. Et si dès le départ, tu n'as pas mis en place un cadre de fonctionnement bien précis avec des règles bien claires et bien établies, et surtout créé avec les membres de ton équipe, j'ai envie de te dire, bon courage. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le cadre de fonctionnement et sur la gestion des conflits en entreprise. Dans les comics, dès le départ, tu as Wolverine et Cyclops qui rentrent tout de suite en confrontation. Parce que voilà, ces deux fortes personnalités, ils ont tous les deux un parcours de vie qui est différent, une vision des choses qui est différente. Ils vont venir tout de suite essayer de remettre en question les décisions du professeur Xavier, chacun va vouloir la jouer en solo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est là où le professeur Xavier va devoir jouer le rôle du médiateur, et va tout de suite leur faire comprendre que, ok, ils sont tous les deux différents, mais ils doivent s'entendre pour le bien du collectif, et surtout pour pouvoir atteindre un objectif en commun. L'étape numéro 3, c'est l'étape du norming. En français, la normalisation. C'est pendant cette étape-là où l'équipe va monter en compétence. C'est là où on va petit à petit comprendre de mieux en mieux les principes de fonctionnement, les cadres de fonctionnement, les règles, comprendre comment fonctionnent les différentes individualités. Et dans les X-Men, c'est pareil. Le professeur Xavier accompagne chacun des mutants dans le but de les aider à développer leur plein potentiel afin de faire monter toute l'équipe en compétence. Le but, c'est de faire monter suffisamment l'équipe pour pouvoir avoir l'énergie suffisante afin de passer à l'étape numéro 4, qui est l'étape du performing, donc la performance. Et c'est là où, normalement, on arrive à développer le plein potentiel de l'équipe, à obtenir des résultats, à faire en sorte que chaque individualité fonctionne pour le bien du collectif, et donc à atteindre des résultats. Dans les X-Men, c'est le moment où les X-Men sont suffisamment montés en compétence pour aller affronter le méchant de la série, à savoir
Magneto. La cinquième des étapes, qui est l'étape de dissolution, a été ajoutée bien après par Tuckman, à savoir en 1977, soit 12 années plus tard. Il s'est rendu compte que prétendre avec son modèle que le cycle de vie d'une équipe s'arrêtait au niveau de la performance était une erreur, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, tout a nécessairement une fin. Il n'y a rien qui est infini. Tout doit à un moment donné ou à un autre s'arrêter. Concernant le principe de fonctionnement d'une équipe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut clôturer proprement l'aventure, et si tu veux faire le clap de fin, mais surtout mettre en avant le travail accompli et les efforts qui ont été fournis pendant toute cette aventure. Que ce soit de manière volontaire, parce que c'est la fin du projet, parce qu'on a atteint les objectifs, ou par la force des choses, parce que il y a une dissolution, parce que tu as des membres de l'équipe qui vont voler de leurs propres ailes de leur côté. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, et il faut que ça s'arrête proprement, en valorisant le travail qui a été accompli. Pour faire un dernier parallèle avec les X-Men, c'est exactement le même schéma, c'est-à-dire qu'à chaque fin de mission, ou à chaque fois que l'équipe se sépare, c'est toujours pareil. Xavier fait un bilan de la mission, de ce qui s'est passé, que l'objectif ait été atteint ou pas, j'ai envie de te dire limite on s'en fout un peu, le plus important c'est de clôturer ce qui s'est passé, de valoriser ce qui s'est passé. Et Xavier reste le mentor, reste le leader, c'est-à-dire que même si les membres de l'équipe vont faire leur vie dans leur coin de manière indépendante, ils vont continuer à faire vivre et à préserver l'héritage de l'équipe. Donc c'est super important de clôturer proprement. Maintenant que j'ai été présenté le modèle, j'aimerais réaliser une critique constructive de ce modèle, en sachant que cela découle de ma propre analyse, de ma propre expertise et de ma propre expérience professionnelle. En gros, c'est ma vision des choses. Peut-être que tu auras une lecture qui sera totalement différente, et j'ai envie de te dire, tant mieux. Le plus important, c'est de ne jamais prendre pour vérité absolue et immuable les principes théoriques que l'on te vend. Toujours les remettre en question, les tester, et se faire sa propre réalité et sa propre perception des choses. On est d'accord avec ça? D'ailleurs, je t'ai modifié le schéma en conséquence. Les deux premières problématiques, j'ai décidé de les fusionner dans un souci de compréhension. À savoir le fait que, selon moi, c'est un modèle qui est beaucoup trop linéaire et beaucoup trop simpliste à mon goût. Tuckman, via son modèle, nous présente le principe d'évolution d'une équipe comme étant une sorte de processus parfaitement séquentiel où l'on passe d'une étape à l'autre dans un ordre bien précis. Mais dans les faits, c'est pas si simple. Il faut aussi prendre en considération la réalité du terrain et prendre en considération les spécificités liées au terrain. Quel type d'équipe? Est-ce que c'est une petite ou une grande équipe? Quel est le secteur d'activité? Dans quel milieu est-ce que l'équipe évolue? Est-ce que c'est une équipe qui est déjà en place? Est-ce que c'est une équipe qui est déjà compétente? Est-ce que c'est un projet qui est plus ou moins court? Est-ce que c'est un projet qui est long? Est-ce que c'est un projet qui est facile? Est-ce que c'est un projet qui est compliqué? Quels sont les moyens mis à disposition pour l'équipe? Parce qu'en fonction de ça, c'est ce qui va aussi déterminer la réussite ou non du projet, etc., etc. Il faut prendre en considération tous ces éléments. Et tout ça vient conditionner, en plus de plein d'autres facteurs externes, le fait que on arrive ou pas à atteindre une étape. Le fait que l'on galère à être bloqué dans une étape ou pas. Parce qu'il faut également se dire quelque chose, c'est que la plupart des équipes n'arrivent pas à atteindre l'étape numéro 4, et donc à être performantes. C'est très très rare d'avoir des équipes en entreprise qui sont performantes, qui arrivent à atteindre les objectifs de manière systématique, et surtout sur le long terme. La plupart des équipes se rapprochent peut-être de la performance, mais finissent toujours par rebasculer dans l'étape numéro 3, parce que les employés ne sont pas suffisamment compétents, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, parce que les managers n'ont pas forcément toutes les armes nécessaires pour réussir à atteindre cette performance. Et ça va petit à petit générer des tensions. Il va y avoir de plus en plus de turnover, ça va être de plus en plus compliqué d'impliquer les équipes, et à un moment donné, elles finissent par retomber dans ce processus de storming et de conflit perpétuel. Et donc, beaucoup d'équipes se retrouvent bloquées entre l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, et si tu ajoutes à ça tout ce que je t'ai expliqué juste avant et toutes les spécificités qui viennent un petit peu te mettre des bâtons dans les roues, je peux t'assurer que la performance, ça va être très compliqué de l'atteindre. La troisième des problématiques, c'est que le rôle du manager et particulièrement du leadership est selon moi sous-estimé avec ce modèle. Souviens-toi le professeur Xavier. C'est lui qui va déterminer la vision et fixer les objectifs. C'est autour de lui que l'équipe va se fédérer, va se mobiliser. C'est lui qui va insuffler cette envie d'avoir envie. C'est grâce à lui que l'équipe va passer d'une étape à l'autre. C'est lui qui va accompagner l'équipe dans son processus de montée en compétences. C'est lui qui va gérer les tensions et les conflits. C'est lui qui va leur permettre de créer un cadre propice à l'atteinte de la performance et donc de devenir les X-Men que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être que sur le professeur Xavier, les X-Men ça devient les Teletubbies, tu peux pas savoir. Le rôle du manager est capital. C'est lui qui va permettre
à une équipe, soit de performer et d'atteindre des objectifs, soit au contraire de s'embourber dans des conflits perpétuels. Un manager peut faire briller une équipe comme il peut saboter une équipe. Et enfin, pour terminer, les deux dernières problématiques. On va commencer avec la quatrième. Au travers de ce modèle, on nous parle de l'aspect collectif. Mais à aucun moment on ne fait allusion à l'aspect individuel. Et comme je te l'explique dans plusieurs de mes vidéos, ce qui détermine le niveau de performance d'une équipe, c'est avant tout les individualités qui composent cette équipe. Au plus les individualités, les membres de ton équipe sont performants, sont compétents, maîtrisent leur expertise, au plus tu augmentes la probabilité de succès et de performance de ton équipe et donc d'atteindre des résultats. Et au plus ils sont compétents, au plus le niveau global de ton équipe, il augmente. D'où l'importance de faire monter en compétence les salariés afin de développer leur plein potentiel. Et enfin, la cinquième des problématiques, c'est que, au travers de ce modèle, Tuckman nous présente un outil qui nous permet de suivre l'évolution d'une équipe jusqu'à l'atteinte de la performance. Et la question à se poser, c'est comment est-ce que je mesure cette performance? Comment est-ce que je sais où est-ce que je me situe avec mes équipes d'un point de vue de l'atteinte des objectifs, d'un point de vue des résultats? Comment est-ce que j'évalue la montée en compétence de mes salariés? Avec cet outil, j'ai pas d'informations pour me permettre de le faire. Donc, en plus de cet outil, je dois également intégrer des outils qui me permettent de mesurer la performance de mon équipe. D'ailleurs, je te renvoie ma vidéo sur les OKR et les KPIs, qui est une vidéo d'initiation à la mesure de la performance. Bien évidemment, il y a d'autres outils à prendre en considération, mais déjà avec ces deux-là, ça va te permettre de mettre un premier pied dans l'univers de la mesure de la performance. Je te mets le lien en description de la vidéo. Pour conclure très rapidement cette vidéo, il faut garder à l'esprit que la performance ne s'atteint pas d'un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens, des compétences, une expertise. Ça demande également une compréhension de la performance en entreprise. Et le modèle de Tuckman est une excellente base théorique pour comprendre le cheminement que suit une équipe dans le fait d'atteindre la performance. Et comme je te le dis, ça reste de la théorie. Le but, c'est toujours de venir remettre en question ces principes théoriques de manière constructive et objective, afin d'optimiser ces principes théoriques et de proposer des solutions pour te permettre d'optimiser ces principes théoriques. Avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je pense que tu as suffisamment d'éléments pour commencer ton processus d'optimisation et donc de mettre en place les actions afin de te rapprocher de cette performance avec tes équipes. De mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon management.